Merci beaucoup en tout cas de me recevoir. Je tiens à préciser que ce que je vais vous dire là, c'est un peu un état de mes questions, plus qu'une véritable somme, puisque la somme sur cette thématique-là est encore à faire. Ce sera sans doute pas moi d'ailleurs qui la ferai, hein, mais ce sont des pistes de recherche et des réflexions autour de mon travail de doctorat, en fait, puisque j'ai étudié les relations entre l'Égypte et le Proche-Orient, notamment via les échanges, et les échanges de vaisselle de luxe, hein, c'était mon cœur de sujet. Mais ce que j'ai étudié là-dedans, c'est surtout cette question des interconnexions qui est redevenue beaucoup à la mode dans les années 90 et qui est souvent étudiée pour l'Égypte et le Proche-Orient du point de vue impact de la civilisation égyptienne sur le Proche-Orient. Et moi, en fait, je suis allée à l'inverse et j'essaie d'étudier l'influence proche-orientale sur l'Égypte, qui est souvent une question finalement posée assez en marge. Et pourtant, la présence des immigrés, notamment, hein, puisqu'il n'y a pas que par ce biais-là qu'on subit des influences, mais ce phénomène migratoire des immigrés asiatiques en Égypte a été constaté et a été étudié finalement par les égyptologues depuis assez longtemps, puisque ça remonte au début du XXe siècle, et notamment avec les fouilles de Pétri, qui étaient assez sensibles à ces questions. Alors, deux mots demandent définition pour entamer ce propos. D'une part, la définition d'immigration. Immigration, c'est l'arrivée et l'installation de populations étrangères dans un pays donné. Est-ce que ça peut être une définition qui marche pour l'Antiquité, et notamment pour l'Antiquité égyptienne? Oui, dans la mesure où le fait que l'Égypte se soit constituée en État depuis la fin du 4e millénaire, et qu'en plus on peut considérer que l'Égypte est également une nation, avec une forte identité collective. Du coup, les phénomènes migratoires, enfin en tout cas un certain point de vue sur les phénomènes migratoires peut s'étudier de la même manière qu'on étudie les phénomènes migratoires actuels. Dans la construction de cette identité collective, de cette identité culturelle de l'Égypte ancienne, l'Asie, je vais revenir sur ce terme, tient un rôle très très fort finalement d'opposition et de contraste. Et je vais vous montrer ça dans la première partie de cette conférence. L'Asie, c'est pour un égyptologue tout ce qui se trouve au nord-est de l'Égypte. Donc le Proche-Orient actuel. Alors, tout d'abord, l'Égypte, ce qu'on appelle l'Égypte des pharaons, l'Égypte ancienne, cette civilisation que l'on fait remonter au 4e millénaire et qui va jusqu'à l'Égypte ptolémaïque, est centrée sur un territoire qui a des définitions géographiques assez claires. Et ce qui va engendrer des définitions mentales, bien évidemment. C'est un territoire centré sur le Nil. Je ne vais pas revenir sur la phrase d'Hérodote, que vous connaissez par cœur, mais simplement souligner que l'orientation pour les Égyptiens se fait sud-nord et non pas nord-sud, puisque les Égyptiens s'orientent à partir des sources du Nil, et que cette géographie va engendrer un ordonnancement mental autour de phénomènes duels. C'est-à-dire que les Égyptiens ont cette notion duel du nord et du sud qui va engendrer pour eux une pensée comme étant deux pays, celui du sud et celui du nord. Celui du sud étant bien évidemment situé en premier, cité en premier, mais aussi une orientation entre finalement deux chaînes de montagnes ou deux déserts, les montagnes d'où sort le soleil au matin et les montagnes dans lesquelles il se couche le soir. Et puis un phénomène qui est moins connu peut-être, c'est celui de ce qu'on appelle la Kémet, c'est-à-dire la terre arable, la terre complète. C'est ce que veut dire le mot Kémet. Ça voudra signifier noir après coup, mais au départ ça signifie complet, qui désigne en fait la vallée du Nil, et des chérettes qui sont tous les territoires situés autour, qui sont des territoires de marge. Et donc ce phénomène duel, c'est entre la vraie Égypte, Kémet, et le désert qui est le début de l'étranger.
et le début du chaos, le début de l'ennemi qui va être à abattre. Puisque entre Kemet et Déchéret, il y a aussi les deux notions, ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui est juste. Ce qui fait donc partie de la création, c'est ce concept qui est Maat et qui devient une déesse conceptuelle, qui veut dire ce qui a été créé par la divinité, ce qui doit perdurer, et tout ce qui doit être repoussé, qui représente le chaos et l'ennemi, qui se dit Iséphet. Et donc tout ce qui est étranger, ça va dans l'Iséphet. C'est tout ce qui doit être repoussé. Alors ça, c'est la version, disons, mythologique du pays. C'est la mythologie historique. Le roi égyptien est fait pour maintenir Maat et pour repousser Iséphet. Et donc, à ce titre-là, les étrangers sont censés être des agents du chaos et, comme on va le voir, des gens qu'il faut repousser, voire combattre et annihiler. Donc il y a cette forte tendance dans l'art égyptien officiel à représenter uniquement ce qu'est la vallée du Nil et à ne pas représenter ce qui est autour, bien que les Égyptiens connaissent ce qui est autour, puisqu'ils sont eux-mêmes commerçants. Ils vont aussi bien dans le sud, en Nubie, que dans le Levant faire du commerce, et donc ils connaissent très bien la géographie extérieure à l'Égypte. Mais ce que l'on représente, ce sont les frontières de Maat, c'est-à-dire tout ce qui est... Alors effectivement, ça ne marche pas avec le... Je suis désolée. Tout ce qui est entre la terre que vous voyez ici représentée par un bandeau noir, le ciel en haut, le bandeau bleu, et puis ces deux pays représentés la plupart du temps par des plantes héraldiques qui sont au sud d'une sorte de plante qui en fait sans doute est une plante imaginaire, la plante du sud, et la plante du nord étant le papyrus. Tout ce qui est à l'extérieur, ce sont donc les ennemis qui sont représentés depuis l'Ancien Empire comme étant les 9 arcs, 9 entités géographiques qui sont les ennemis du roi égyptien. Cette représentation du roi en train de repousser le chaos comme étant un roi combattant en train de repousser l'ennemi extérieur existe en fait depuis l'époque prédynastique et va forger l'iconographie, disons, le topos de ce que doit être le bon roi pour protéger son peuple. Alors maintenant, quelle est la réalité? Parce que là, je vous ai présenté, disons, les structures mentales de l'Égypte ancienne. De fait, il y a des relations entre l'Égypte et l'extérieur, et notamment la région que je connais le mieux, c'est-à-dire la région proche-orientale, depuis en fait l'époque préhistorique. Je vais vous montrer dans cette partie, sur la visibilité, quels sont les signes qui peuvent permettre à l'historien de connaître ces relations entre l'Égypte et le Proche-Orient et de savoir qu'il y a effectivement eu de l'immigration, des phénomènes migratoires entre l'Égypte et le Proche-Orient dans l'Antiquité. Donc je m'appuie là sur des recherches antérieures, notamment Wolfgang Helck, qui a écrit dans les années 60 et 70 une somme sur les relations entre l'Égypte et le Proche-Orient, somme qu'il faudrait sans doute à l'heure actuelle réactualiser, mais qui est vraiment la base de mon travail, plus d'autres historiens comme Kitchen, comme Hayes, qui ont étudié des textes administratifs qui montrent qu'il y a effectivement des travailleurs proche-orientaux en Égypte et des gens qui ont étudié, comme par exemple Bernadette Menu, le statut légal de ces immigrés proche-orientaux. Dominique Valbel également a consacré des chapitres entiers de ces 9 arcs à cette immigration proche-orientale. Redford a consacré effectivement aussi un chapitre entier Canaan in Egypt
sur la partie qui va m'intéresser moi et qui est la deuxième moitié du deuxième millénaire. Et puis très récemment, Thomas Schneider et une archéologue qui s'appelle Sareta, qui ont fait les dernières grandes études, les dernières grandes synthèses sur le sujet. Donc on a, comme je vous le disais, les traces de la présence de populations orientales depuis bien longtemps avant la période que j'étudie, et notamment dès l'époque de Nagada I, dès l'époque de la première époque prédynastique, dans une région du delta qui a forgé une culture qu'on appelle celle de Mahadi Bhutto, qui est le nom des sites égyptiens dans ce delta. Ces gens de Mahadi Bhutto montrent une culture qui est proche de celle des Levantins du Sud à la même époque. Et on pense que c'est notamment grâce à ces Levantins qu'a été introduite en Égypte la technique de la brique moulée, qui est inventée au Proche-Orient au 6e millénaire et qui est introduite en Égypte au début du 4e. Est-ce également eux qui sont les artisans et peut-être les intermédiaires de l'introduction de ces nouveaux outils de communication et de gestion inventés au Proche-Orient et qui sont d'une part le saut-cylindre inventé en Égypte au début de l'époque d'Uruk, donc au début du 4e millénaire, et qui arrive en fait très très tôt en Égypte. Les premiers sont des modèles proche-orientaux, on en est sûr, mais très très vite, les Égyptiens vont adapter cet objet extrêmement pratique pour sceller les choses et créer leur propre modèle. Donc, sont ces Levantins qui sont ces intermédiaires entre la culture d'Uruk, qui est une culture mésopotamienne, et la culture égyptienne. Sont eux aussi qui, en même temps qu'ils font passer des objets, par exemple ces sauts-cylindres, font passer aussi des idées et des techniques, et notamment la technique de l'écriture. Écriture qui, en Égypte comme au Proche-Orient, est fondée sur les mêmes principes, c'est-à-dire l'utilisation de signes qui ont des statuts différents, d'une part des pictogrammes et des idéogrammes, et d'autre part des phonogrammes. Quand l'écriture arrive en Égypte, c'est déjà comme si le concept était formé. Et à l'heure actuelle, les recherches récentes, depuis la fin des années 2000, tendent à mettre tout le monde d'accord sur le fait qu'effectivement, le concept même de cet outil, l'écriture, vient du Proche-Orient et a été assimilé et bien évidemment, dès le début, adapté à la civilisation égyptienne. C'est très difficile de savoir si c'est uniquement par le commerce que passent ces idées ou véritablement par le phénomène migratoire. Donc, ce phénomène migratoire que je vais étudier, il est quelquefois ténu et quelquefois on n'a pas la preuve. On a simplement peut-être des pistes de réflexion. En tout cas, au moment où l'idéologie pharaonique se met en place, et notamment au moment de cette mise en place de l'iconographie de l'anéantissement des étrangers, on sait que les Égyptiens adoptent un certain nombre d'objets et un certain nombre d'iconographies proche-orientales. Et donc, forcément, un certain nombre d'idées avec. Donc, je vous remontre ici la palette de Narmer, qui est un monument très connu de l'Égypte antique. Narmer, c'est le premier roi de la première dynastie. C'est celui qui a unifié les deux pays, le sud et le nord. Et vous voyez sur l'une des faces de cette palette à phare, des représentations d'animaux qu'on appelle les serpopanthères, qui se trouvent là à gauche, avec ses coups entrelacés. Ces serpopanthères sont une iconographie issue de la culture d'Uruk. C'est juste un exemple, mais avec d'autres iconographies et d'autres thèmes qui passent dans les sauts-cylindres, donc ce qu'on appelle la glyptique, mais aussi dans d'autres types de monuments. On arrive à une culture qui est une culture finalement complètement indépendante et complètement originale, la culture égyptienne, mais qui au moment de sa formation s'est inspirée
de monuments et d'iconographie et donc d'idées proche-orientales. Donc, quelles sont la part de ces échanges commerciaux dans cette appropriation culturelle et la part du phénomène migratoire? Au 4e millénaire, c'est un peu trop tôt pour le dire. En tout cas, on n'a pas des preuves suffisantes pour pouvoir dire c'est l'un ou l'autre, ou c'est plus l'un ou plus l'autre. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est sans doute un peu des deux. En tout cas, ces phénomènes d'échanges commerciaux vont se développer dans les premières époques, dans les premières dynasties. L'époque timide, c'est l'époque des 2 premières dynasties, et c'est une époque où ces échanges commerciaux s'organisent de manière centralisée, puisque à partir de l'unification de l'Égypte par Narmer, c'est l'État qui va prendre en charge la plupart des expéditions commerciales à l'étranger. Sans doute pas toutes. Et on verra qu'au fur et à mesure de l'histoire égyptienne, peut-être la part des échanges privés, qui est aussi quelque chose de très difficile à étudier parce que les sources sont ténues, va sans doute augmenter. Donc à cette époque, on a très peu de représentations d'orientaux. Et c'est toujours plus ou moins dans des scènes, soit la scène iconique du roi en train de combattre les ennemis orientaux, ou des scènes de tributaires, donc des orientaux qui sont en train d'apporter des cadeaux à l'Égypte, que les orientaux sont représentés. Mais avec une iconographie qui va être assez stable pendant toute la période pharaonique. C'est-à-dire qu'on reconnaît un ressortissant du Proche-Orient au fait que la plupart du temps, il a des cheveux longs qui sont la plupart du temps ramenés en, comment on appelle ça, un chignon à l'arrière de la nuque, et une petite barbe pointue qui caractérise vraiment le ressortissant du Proche-Orient. À l'époque des pyramides, à l'Ancien Empire, encore une iconographie assez rare, ou en tout cas on n'a pas retrouvé les monuments qui représentent ces proches orientaux, mais cette iconographie, alors on a cette scène-là de ressortissants proches orientaux qui arrivent en bateau et dont on a dit qu'ils venaient pour faire du commerce. C'est un petit peu difficile de le dire. En tout cas, le texte que vous voyez ici est une ode au roi de l'époque, à Saouré. Cette scène a été retrouvée dans la chaussée entre son temple haut et son temple bas de pyramide, et les orientaux sont représentés toujours comme des vaincus en puissance. Ils arrivent en tant que soumis et demandent à Saouré de contempler, qu'il puisse contempler sa perfection. Je vous mets une vue un peu plus rapprochée où vous pouvez voir un peu plus les traits de ces proches orientaux, donc toujours les cheveux longs et la petite barbichette. D'autres scènes, mais toujours rares, ce sont les scènes de prise de ville, les scènes de polyorcétique, où l'on voit des scènes de ville manifestement habitées par des proches orientaux. Donc ce sont des scènes de guerre, d'expansion territoriale, ou en tout cas de razzia, comme il pouvait y avoir à l'époque. À partir du Moyen Empire, donc au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, la présence sur le sol égyptien d'individus originaires du Proche-Orient devient un peu plus lisible. On la connaît par des sources iconographiques, comme je vous montre ici, mais aussi par des archives. Et les archives vont permettre d'avoir une vision un peu plus claire de ce que viennent faire ces ressortissants proches orientaux en Égypte, comment ils se sont installés et quels sont leurs statuts. Ça a été très bien étudié, notamment par Bernadette Menu. Cette tombe d'un gouverneur de Moyenne-Égypte, Khnumhotep II, à Beni Hassan, montre peut-être, suivant le point de vue des chercheurs, une immigration pendulaire, c'est-à-dire une immigration qui va et qui vient, un petit peu comme les Italiens en France au XIXe siècle, entre la région du Negev ou du Sinaï et la région égyptienne. On montre ici une caravane de gens proches orientaux. Vous pouvez voir qu'ils ont toujours la même coiffure et la petite barbichette. Ils sont aussi caractérisés par leurs vêtements teints. La teinture de la laine ou des vêtements de lin est caractéristique
de cette reconnaissance des proches orientaux. Ils arrivent avec leurs ânes. L'âne est aussi une monture qui, dans la mentalité égyptienne, est très proche orientale, on va le revoir, et avec des instruments de mineurs, mais aussi, vous le voyez, avec des instruments de musique caractéristiques. Est-ce que c'est de véritables immigrés? Ici, c'est sans doute plus des gens qui viennent vendre les produits qu'ils ont exploités. Ici, c'est de la galène qui sert aux Égyptiens à fabriquer leur phare. On sait par ailleurs que les Égyptiens emploient des proches orientaux, alors on en a des représentations, en tant que mercenaires. Donc il y a un mercenariat étranger qui vient de Nubie, mais aussi qui vient du Proche-Orient. Et on sait également que sur les sites miniers exploités par l'Égypte en marge de son propre territoire, et notamment dans le Sinaï, à côté ce qu'ils appellent eux les terrasses de la turquoise, sur le site de Serabit el-Khadim, on sait que des sémites sont employés et ils sont représentés comme tels, avec des gens qui, parmi ces employés, sont des chefs et qui sont représentés comme des chefs. On sait également, grâce aux archives, donc des archives de temples ou des archives domestiques, qu'il y a des domestiques proche-orientaux, des gens de maison ou des gens qui font la domesticité à l'intérieur des temples et des palais. On connaît aussi cette domesticité par des stèles. La stèle, par exemple, d'un certain Minhotep, cette stèle est au musée de Florence. Son serviteur, sur sa stèle, est appelé Waha l'Asiatique. Waha l'Ahamou, puisque Ahamou est le terme utilisé par les Égyptiens pour qualifier les gens qui viennent du Proche-Orient. Dans le papyrus dit de Kaoun, on a des servantes dans des temples qui sont elles aussi qualifiées d'asiatiques. Et sur ces stèles privées, trouvées soit à Licht, dans la région sud du delta, soit à Abydos, dans la région de la Moyenne-Égypte, une trentaine de stèles atteste de l'importance de ces serviteurs asiatiques. Alors là, je renvoie à une étude de Burt Kasparian sur le sujet en 2000. Et il y a beaucoup moins dans ces gens, ces serviteurs, beaucoup moins de ressortissants de Nubie ou de Libye. Dans les années 1960, des stèles qui étaient au musée de Rio et qui ont été, je pense, toutes détruites dans l'incendie, montraient que des Asiatiques avaient également des postes à responsabilité à l'intérieur de cette domesticité. Ça a été étudié par Kitchen dans les années 60 et dans les années 90. Et on a notamment, sur une de ces stèles, un chef des fabricants de réquer, c'est-à-dire d'ornements, pour la chambre à coucher du roi. Et ça a été mis en valeur aussi bien par les études de Bernadette Menu, le fait qu'à l'intérieur de cette domesticité, il y a une spécialité parmi les orientaux. On revient à cette teinture des vêtements dans l'ameublement de la chambre à coucher, mais aussi sans doute l'ameublement domestique, puisque dans le domaine textile, on a aussi un préposé à la fabrication alors les Égyptiens appellent ça des khérer. Les khérer, ça vient sans doute d'un mot akkadien qui veut dire dessus de lit. Donc on a des préposés à la fabrication des dessus de lit dans la maison royale, mais on a aussi très certainement des serviteurs asiatiques dans les maisons privées de grands propriétaires terriens. On est toujours au Moyen Empire. Au Moyen Empire, on a sur le papyrus Brooklyn 35-14-46 une liste de serviteurs asiatiques qui divise en fait ces 95 personnes listées en deux catégories qui pourraient être d'une part pour les émous, les serviteurs royaux, et d'autre part pour les ahamous, c'est-à-dire des Asiatiques en général, des serviteurs qui servaient dans des familles privées. Mais
on parle de familles de grands serviteurs. Et même si on est au Moyen Empire et que tous les grands fonctionnaires ne sont plus uniquement des gens de la famille royale, on est quand même dans la très très haute société. Alors, ça c'est les sources archivistiques qui nous permettent d'avoir quelquefois des titres bien précis et un nombre de serviteurs bien précis dans une maison. Qu'en est-il des représentations iconographiques? Alors là, ces représentations peuvent être sujettes à interprétation. Et par exemple, ces statuettes, comme cette statuette de bois qui représente une jeune femme asiatique qui porte un enfant, cet enfant est-il le sien ou est-il l'enfant de la famille? Est-ce une nourrice, comme ça a pu être interprété? Dernièrement, une étude qui date des années 2010 par Dorothy Arnold du Metropolitan Museum a montré qu'en fait, c'était une représentation finalement totalement imaginaire. Que sans doute, cette statuette de bois ne représente pas une véritable domestique, mais représente la capacité pour la personne qui l'a mise dans sa tombe d'avoir la main mise sur tous les pays étrangers. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on voit une représentation d'étrangers en Égypte, qu'ils soient porteurs de tribus ou qu'ils soient représentés comme un serviteur. C'est le fait que représenter un étranger en état de domesticité ou comme un porteur de tribu, c'est représenter bien évidemment la domination de l'Égypte envers les pays étrangers. Donc il faut faire quand même assez attention à ces représentations iconographiques. Alors là, je vais passer au Nouvel Empire où on va commencer quand même à avoir des représentations iconographiques qui nous permettent d'avoir une vision un peu plus sûre. Notamment ici, cette stèle de Taroura. Alors, Taroura, c'est la manière de transcrire son nom sémitique en égyptien. Il s'appelait sans doute Dalilou, en fait. Parce que T et D sont des consonnes qui peuvent se confondre. Et en plus, les Égyptiens n'ayant pas, à proprement parler, le son L, pour le transcrire, ils utilisent le roux. C'est-à-dire ce lion-là que l'on peut transcrire par le son R ou L. Donc cette stèle de Taroura montre certainement quelqu'un qui a vraiment vécu, un véritable mercenaire sans doute. Il est représenté dans sa fonction puisqu'il a une lance derrière lui. Et il est représenté en train de boire avec sa femme étant représentée à l'égyptienne. Mais il boit avec un ustensile qui est tout à fait proche-oriental. Donc une sorte de paille qui lui permet de boire de la bière. On appelle ça un chalumeau. Et ces chalumeaux, souvent, sont pourvus à l'extrémité, celle qu'on met dans la bière, d'un filtre, puisqu'à l'intérieur de la bière en Égypte, au Proche-Orient, il y a un peu à boire et à manger. Il y a un peu des scories, des graines, des choses comme ça qui ne sont pas bien passées au filtre. Et donc, on filtre la boisson en même temps qu'on la boit, grâce notamment à ces chalumeaux. Ces types de chalumeaux, on en a retrouvé à Amarna. C'est également à Amarna qu'a été retrouvée la stèle de Dalilou ou Taroura. On en a retrouvé aussi sur d'autres sites égyptiens, à Tel El Retabé, à Gourob ou à Coptos. Mais ça n'a jamais vraiment été adopté en tant que tel par les Égyptiens. C'est jamais devenu vraiment une mode adoptée par tous. Donc, le fait qu'on retrouve un chalumeau sur un site est une preuve matérielle qu'il y a eu quelqu'un qui était au moins influencé par la culture proche-orientale. Parce que ça n'est pas devenu une manière de faire égyptienne. Donc, on retrouve un chalumeau, ça veut dire qu'il y a sans doute un Asiatique qui se balade dans le coin. Et exactement dans le même quartier amarnien, donc ce quartier que je vous ai entouré en bleu ici sur la carte, qui est le quartier N50, ce quartier-ci était consacré à l'industrie du verre. Et on a retrouvé dans une des maisons de ce quartier, la maison N4920, des indices de présence étrangère. Donc, outre ce siphon en plomb, ce chalumeau en plomb qui permettait de boire de la bière, on a trouvé également un vase en pierre qu'on appelle une tazza
j'aurais dû vous la montrer, mais qui est très caractéristique des vases en pierre qu'on retrouve également au Proche-Orient. Et on y a retrouvé aussi, dans une autre maison qui se retrouvait à proximité, excusez-moi, tablette cunéiforme, inscrite en cunéiforme, donc une tablette d'argile. Elle s'appelle la tablette EA368, donc je vous l'ai mise ici. Et elle s'est retrouvée dans une maison juste à côté d'un atelier de verrier. Et cette tablette est extrêmement intéressante parce que c'est une liste de mots de vocabulaire ayant trait à la vie quotidienne, en 2 colonnes. La colonne de gauche est une transcription phonétique de termes égyptiens. Et la colonne de droite est leur traduction en akkadien. Ça veut dire qu'on a affaire ici à une tablette utilisée par une personne d'origine asiatique qui voulait apprendre la langue égyptienne. C'est extrêmement rare. Moi, je trouve ça extrêmement émouvant. Dans une autre maison du quartier N, un peu plus au nord que cette maison dont on parle ici, on a retrouvé également une autre tablette, la tablette EA359, qui devait, elle, permettre à un Égyptien d'apprendre la langue akkadienne. Donc on a sans doute des relations de voisinage et de proximité avec des échanges linguistiques et une appropriation de la langue de chacun. Alors maintenant, comment on peut connaître la diversité sociologique des Asiatiques en Égypte? On va voir que cette diversité est très grande. On connaît la présence de ces Asiatiques via des archives, des stèles privées, on en a déjà parlé, la statuaire et les représentations figurées avec ce bémol que j'ai déjà dit, qui est de l'interprétation, qui peut quelquefois être une fausse interprétation. Et surtout, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que la culture matérielle est aussi facteur d'indice, mais pour l'instant a été très peu étudiée dans cette optique-là. Donc, on a des études onomastiques et prosopographiques qui nous permettent de connaître l'origine et nous permettent de connaître les noms ainsi que le statut, la fonction de ces immigrés proche-orientaux, avec aussi un bémol qui est la difficulté de transcription due à une prononciation qui n'est pas la même entre les langues sémitiques du Proche-Orient et de l'Égypte. L'immigration proche-orientale en Égypte a été surtout étudiée par les égyptologues dans une optique de comprendre la transition entre le Moyen et le Nouvel Empire. Donc comprendre la période Hyksos. Comprendre l'émergence du phénomène Hyksos, donc ces gens venus du Proche-Orient, installés en Égypte, la plupart du temps sur décision royale, et qui étaient sans doute des fabricants de bateaux, des métallurgistes, des ouvriers extrêmement spécialisés installés dans le delta égyptien et qui ont, au moment de la désunification de l'Égypte du Moyen Empire, fondé leur propre dynastie dans le delta et finalement, pendant la deuxième période intermédiaire, réussi à asseoir leur domination sur toute la partie nord de l'Égypte. Donc cette immigration asiatique a été surtout étudiée par les égyptologues pour ça, pour comprendre ce phénomène-là. Je vais donc moi me concentrer, puisque ça a été un peu moins étudié et que c'était un peu l'un des sujets de ma thèse, sur ce qui vient après, le Nouvel Empire. Selon Ward, qui a étudié le phénomène pour la première partie du deuxième millénaire, notamment, la plupart des travailleurs asiatiques donc installés en Égypte au Moyen Empire se sont installés de leur plein gré, ou en tout cas n'ont pas été installés comme des esclaves et ne sont pas arrivés par un phénomène de prisonniers déportés. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour le Nouvel Empire. Pour le Nouvel Empire, en tout cas, on a une arrivée massive de travailleurs proche-orientaux, d'ouvriers, spécialisés ou non, qui est le plus souvent expliquée par la déportation de prisonniers
en lien avec les guerres des premiers rois de la 18e dynastie et notamment Thoutmôsis III. Alors, 2 mots sur la géopolitique, mais je ne vais pas m'attarder, parce que sinon ça durera trop longtemps. On a, à l'époque du Nouvel Empire, qui correspond au bronze récent, des entités qui vont être des entités, disons, rivales en Égypte et au Proche-Orient. Les 2 grands rivaux qui vont se faire la guerre et leur terrain de jeu va être le Levant. C'est d'une part l'Égypte des rois de la 18e dynastie et le royaume du Mitanni. Le Mitanni est un royaume dont la culture matérielle est finalement assez peu connue, qui est surtout connu par des textes des gens proches, des ennemis, et notamment des Hittites, mais aussi des Égyptiens, et aussi des Babyloniens, et on a très très peu de sources proprement mitanniennes en fait. C'est un royaume construit, disons, dans le Kurdistan actuel, sur une population qui est une population de sémites autochtones et aussi de Hourites. Les Hourites étant sans doute un peuple de langue caucasienne, mais dont l'élite guerrière et politique, porte des noms indo-européens, des noms indo-ariens. Donc, une nouvelle population qui est arrivée, qui maîtrise la monte et l'utilisation du cheval comme instrument de guerre, et qui aussi maîtrise la fabrication des chars. Ces Mitanniens vont devenir la grande puissance politique et culturelle du Proche-Orient, et ce sont les grands rivaux des Égyptiens. Et ce qui va se passer au début du Nouvel Empire, c'est que l'Égypte va essayer d'asseoir sa domination sur le Levant sud, mais va être confrontée au Levant nord, à la même volonté de domination de la part du Mitanni. Donc, après plusieurs guerres et plusieurs essais de démonstration de force par les premiers rois de la 18e dynastie, Thoutmôsis Ier, Thoutmôsis III, un peu Amenhotep II, on a la construction par les Égyptiens au Levant sud de postes égyptiens et de résidences de gouverneurs, ou ce qu'on appelle des commissaires, c'est-à-dire des gens qui sont là à la fois pour faire du lobbying politique, pour faire des sortes d'ambassadeurs et pour essayer d'imposer, quand ils ont les garnisons suffisantes, d'imposer la domination militaire des Égyptiens. Avec une zone très conflictuelle, qui est cette zone qu'on appelle l'Amurru, qui va poser un gros problème à l'époque du règne d'Amenhotep III et Akhenaton, qui est entre les Mitanniens et les Égyptiens, qui ensuite va devenir une zone tampon après que le Mitanni s'est fait balayer entre les Égyptiens et les Hittites, et qui joue sur les 2 tableaux. C'est-à-dire que quand il faut demander des choses au pharaon, on dit qu'on est son vassal, mais on joue aussi le vassal de l'autre camp également. Donc autour de ces grandes rivalités vont se construire des périodes de guerre, mais aussi vont se construire des périodes de paix et notamment des alliances politiques. Donc, dans cette structuration sociale de l'immigration proche-orientale, je vais aller en gros disons, du haut de la pyramide jusqu'en bas. Les immigrés les plus importants au niveau du statut social, ce sont bien évidemment les épouses étrangères. Ce phénomène des mariages diplomatiques est finalement pas du tout connu aux époques antérieures, mais va commencer à l'époque du règne conjoint de Thoutmôsis III et d'Hatchepsout, puisque quand Thoutmôsis III se marie avec ces 3 épouses étrangères dont on a retrouvé la tombe dans la région ouest de Thèbes, sans doute Hatchepsout est encore vivante. Donc c'est vraiment le tout début du règne de Thoutmôsis III. On a retrouvé donc cette tombe de 3 épouses portant toutes les 3 des noms sémitiques. Alors il y en a une, on ne sait pas trop si c'est vraiment un nom sémitique ou un nom mitannien. En tout cas, ce sont sans doute des filles de rois syriens avec qui Thoutmôsis et Hatchepsout se sont alliés, et sans doute pendant cette guerre contre le Mitanni.
Ces 3 épouses ont laissé dans leur tombe un matériel qui est à la fois égyptien par certains côtés, mais extrêmement spécifique par d'autres. On verra notamment que c'est dans cette tombe qu'on retrouve le premier vase de verre égyptien. Et ce phénomène de mariage diplomatique se retrouve également dans les époques suivantes, puisqu'on a, grâce aux archives d'Amarna, la trace de mariage entre des princesses mitanniennes et Amenhotep III, le père d'Akhénaton. Puis ensuite, à l'époque de la rivalité, puis de la période de paix entre les Hittites et les Égyptiens, mariage diplomatique de Ramsès II avec 2 princesses hittites. On a aussi, dès l'époque de Thoutmôsis III, la trace de ressortissants proche-orientaux, ou en tout cas de gens originaires du Proche-Orient, comme très hauts fonctionnaires de l'État. On a notamment ce monsieur Beniya, dont vous voyez ici la représentation des 2 parents. Je vous montre les parents parce que Beniya, il a un nom égypto-sémitique, puisque son nom signifie le fils de Yah, Yah, le dieu de la lune égyptien, mais Ben, ça veut dire fils en sémitique. Et surtout, le nom de ses parents, Irtenena et Tirtak, sont des noms sans doute qui viennent du Mitanni. Ce monsieur était superviseur des constructions royales sous Thoutmôsis III. Et vous voyez ici que ces noms sont représentés d'une part à l'égyptienne, mais en plus sont dits juste de voix. Donc ils sont reconnus religieusement en tant que gens égyptiens. On a également, alors je ne vais pas vous les faire tous, hein, mais je vous cite les plus connus. Le cas d'Aper-El, qui en fait veut dire Abdi-El, le serviteur du dieu El. Sous le règne d'Akhénaton, dont la tombe memphite a été fouillée par Alain Zivy et qui était vizir à l'époque amarnienne. Et on a également d'autres traces d'administrateurs, de scribes, de prêtres. Scribes et prêtres de moindre importance sont de toute façon attestés, enfin en tout cas des scribes et des prêtres au nom sémitique sont de toute façon attestés dès le Moyen Empire en Égypte. On a également, et ça c'est assez rare, des personnages qui vont devenir des personnages très importants dans le royaume et qui sont des commerçants. Juan Carlos Moreno Garcia, qui est l'un des grands chercheurs sur le commerce dans l'Égypte ancienne, cite le cas notamment d'un fils de Ramsès II, un certain Simontou, qui épouse une certaine Iriette, qui est fille d'un capitaine de navire syrien. Donc on a sans doute un phénomène à l'époque ramesside, que l'on peut suivre par d'autres biais, de prise d'importance de commerçants, et peut-être de commerçants privés, qui deviennent si riches et si importants sociologiquement qu'on peut marier son fils et sa fille quand on est un roi égyptien. On a toujours au Nouvel Empire la représentation d'Asiatiques en tant que serviteurs privés, mais beaucoup moins, ils sont beaucoup moins bien représentés qu'à l'époque antérieure. On a sur cet ostracone de Der el-Médine, donc je vous rappelle que Der el-Médine c'est le village où vivaient les artisans qui étaient des serviteurs étatiques qui creusaient et décoraient les tombes royales égyptiennes au Nouvel Empire. Vous voyez ici une dame allaitant et sa servante est en train de lui présenter un miroir et elle a cette coiffure caractéristique qu'on retrouve sur d'autres représentations et notamment des rondes bosses qui est la représentation de servantes proche-orientales. Cette domesticité, elle existe donc dans l'entourage royal également et il y a eu des études qui montrent que à partir de la moitié de la XVIIIe dynastie, des serviteurs dans le milieu proche du roi qui sont d'origine asiatique, c'est quelque chose d'extrêmement courant.
Donc on a des premiers majordomes du roi, des échansons, je vais revenir sur ces échansons royaux, qui sont dans le domaine royal et qui participent aux festivités. Et qui vont, on va le voir, et ce sera ma dernière partie, qui vont sans doute influencer la cour égyptienne et apporter de nouvelles manières de faire et apporter sans doute de nouvelles modes. À l'époque ramesside notamment, on a ce vase qui est au nom du premier majordome du roi, qui fait partie de ce trésor retrouvé à Boubastis et qui est ce titre, premier majordome du roi, porté par un certain Atoum Taneb, qui a un nom égyptien, mais dont l'étude de Christian Liliequist a montré qu'il est probablement d'origine syrienne. On a également, bien évidemment, des travailleurs de moindre importance dans la hiérarchie sociale, de simples travailleurs manuels, des mineurs, des esclaves. Au Nouvel Empire, on a un certain nombre d'étrangers qui font partie des prisonniers de guerre rapportés par les campagnes militaires à la fois des rois de la XVIIIe et de l'époque ramesside. Les annales de Thoutmôsis III en comptent par milliers, rien qu'après la bataille de Megiddo, et qu'ils sont souvent envoyés comme serviteurs dans des domaines royaux. Ils sont offerts par le roi au domaine d'Amon, par exemple, comme vous le voyez ici, dans la tombe de Rechmiré, qui est l'un des vizirs de Thoutmôsis III, et qui représente ces gens, ces métallurgistes en train de travailler dans le domaine d'Amon, et dont certains ont des caractéristiques proche-orientales. On a également, à l'intérieur de cette grande famille de Der el-Médineh, de cette communauté ce qu'on appelle les artisans royaux, des gens qui viennent du Proche-Orient. Ce phénomène a été étudié en 1994 par Ward, donc sur le statut social des étrangers à Der el-Médineh. On a 22 hommes et 10 femmes qui portent des noms ouest-asiatiques, dont 19 qui portent des noms véritablement sémitiques et peut-être 11 autres qui portent des noms soit ourites, soit d'une autre famille de langues. On a des gens parmi ces gens-là qui sont donc travailleurs manuels. Il y a un gardien de tombe, 2 jardiniers. Il y a de simples servants, puisque les artisans de Der el-Médineh ont leurs propres serviteurs. Un seul scribe, qui est rattaché à une petite chapelle à l'extérieur du village. Ce qui fait dire à Ward qu'il est peut-être un peu difficile pour un immigré d'avancer dans la société égyptienne de la communauté de Der el-Médineh, et qu'il est peut-être plus facile d'avoir un poste important à l'extérieur de cette communauté qui reste sans doute relativement égyptienne. Ensuite, c'est quand même difficile d'avoir des données véritablement sûres avec le peu d'archives que l'on ait, et certains personnages très importants comme Senedjem, qui est très connu pour sa tombe à Der el-Médineh, qui fait partie de ces artistes de très haut niveau. Les beaux-parents de Senedjem portent des noms ourites, et Senedjem lui-même a un fils dont le surnom signifie le Syrien, le Kharou. Alors, est-ce qu'on a une résurgence de son origine proche-orientale, puisque les grands-parents de ce Kharou sont effectivement des proches-orientaux? Est-ce que c'est pas ça qui est vraiment important pour les Égyptiens, parce que quelquefois on a des sobriquets qui veulent simplement dire qu'il est un peu plus blanc que les autres, ou peut-être un peu roux comme un Syrien? C'est un petit peu difficile. On a notamment dans la communauté manouche ce phénomène-là, qui est de s'appeler négro par exemple, ou bamboula, parce qu'on est très noir de peau. Ça peut sembler totalement raciste, mais il y a des jazzmen très connus qui s'appellent bamboula, et voilà, c'est quelque chose de culturel. Est-ce qu'on a ce même phénomène? Impossible de savoir.
On a en tout cas des phénomènes qui nous permettent de tâter peut-être le fait qu'il y a des Proche-Orientaux qui ont des places importantes dans la société et qui ont des places qui vont permettre de changer un peu la société égyptienne. Alors là, j'ai encore 10 minutes, je pense qu'il me faut 10 ou 15 minutes. Pour essayer de vous montrer les apports de l'immigration asiatique. Je vais prendre des phénomènes que je connais un peu mieux, et notamment dans le domaine de la vaisselle et dans le domaine du service. On sait que, par les annales de Toutmoses III, des captifs cananéens ont été envoyés en Égypte en tant que cultivateurs, et notamment cultivateurs de la vigne. Donc je vais revenir sur ce sujet et essayer de vous montrer que peut-être c'est pas un phénomène anodin et que même le service du vin a changé avec ces immigrés qui ont apporté d'autres manières de faire. Alors les sources pour essayer de comprendre cet apport, ces apports sociétaux de l'immigration asiatique dans le développement de la civilisation égyptienne. Il y a la culture matérielle, il y a aussi l'étude du vocabulaire qui a été fait dans les années 90 et qui continue à l'heure actuelle et qui montre que au Nouvel Empire, il y a pas mal de nouveaux mots qui arrivent et qui sont des mots sémitiques, notamment dans le domaine de l'armement, mais aussi dans le domaine de la vaisselle, par exemple. On a également les apports technologiques. Alors certains sont extrêmement bien connus et ont été beaucoup étudiés, notamment dans le domaine de la métallurgie et plus globalement des arts du feu. En général, l'Égypte a développé une métallurgie du cuivre dès le 5e millénaire, mais cette métallurgie du cuivre a très très peu évolué jusqu'au 2e millénaire. C'est resté une métallurgie du cuivre arsénié. Et le bronze, le véritable bronze, c'est-à-dire le cuivre plus éteint, n'arrive en fait en Égypte qu'à partir de la 2e période intermédiaire. Au Levant, la métallurgie du bronze, la véritable métallurgie du bronze, est un phénomène qui apparaît à la fin du 3e millénaire, qui s'est surtout développé dans une période que les archéologues appellent le bronze intermédiaire, entre le bronze ancien et le bronze moyen. Et cette technologie pourrait avoir été transmise en Égypte par le biais des populations levantines et peut-être par le biais de ces travailleurs dans les mines égyptiennes en marge de leur propre territoire, dans le Sinaï et peut-être dans le Negev. Et on a par exemple l'introduction de nouveaux outils comme ces soufflets à pied que l'on voit représenté ici dans la tombe de Rechmiré, qui est une invention proche-orientale et qui n'est utilisée en Égypte qu'à partir du Nouvel Empire. Un autre phénomène qui intervient là dans ma période de prédilection, c'est le développement du verre. Le développement du verre, c'est la grande nouveauté du bronze récent. Bien qu'il y ait eu des tentatives aux époques précédentes. Donc, le verre, c'est vraiment le matériau vedette à la fois du Nouvel Empire égyptien, mais aussi des autres civilisations du bronze récent. Ce matériau qui est composé de silice, donc la silice c'est un vitrifiant qu'on trouve par exemple dans le sable, de potassium, de calcium et de sodium, des éléments qui forment ce qu'on appelle le fondant, c'est-à-dire un matériau qui permet d'abaisser la température de fusion, auquel on ajoute des colorants métalliques ou des opacifiants métalliques. Tous ces ingrédients se trouvent déjà dans la faïence et ce qu'on appelle ce que j'aime pas appeler le bleu égyptien, qui est en fait qui n'a pas été du tout inventé en Égypte mais au Proche-Orient, et que moi j'appelle de la cuprorivéite artificielle. Donc tous ces ingrédients sont déjà dans ces matériaux-là. La grande invention, c'est la cuisson à très haute température, 1500 degrés, dans un milieu très homogène, et un refroidissement extrêmement rapide qui va transformer le matériau dans ce que les physiciens appellent un liquide figé et non cristallisé. C'est ça le verre. Donc l'invention du verre, c'est la véritable révolution technologique et
c'est arrivé au Proche-Orient, puisque on retrouve les premières traces de cette technologie du verre en Mésopotamie au XVIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au début de ce qu'on appelle la période cassite, avec des fragments de vases qui ont été retrouvés également au Levant, à peu près à la même période, dans la ville d'Al-Alar, c'est-à-dire en Turquie actuelle, mais dans la partie syrienne de la Turquie. Les Turcs n'aimeraient pas du tout que je dise la partie syrienne, mais vous avez compris où c'était. Pour notre région à nous, l'Égypte, l'une des plus anciennes pièces du corpus verrier, c'est le calice qui a été retrouvé dans cette tombe des épouses étrangères de Toutmose III. C'est un calice de couleur bleu turquoise. Sa couleur correspond à la couleur la plus commune des verres fabriqués en Mésopotamie à l'époque, et sa composition qui a été étudiée, qui a été recherchée, est une composition proche des vases de verre, des verres qui sont fabriqués en Mésopotamie. Ce qui nous permet de penser que le matériau brut, le verre lui-même, a été importé d'Égypte et a sans doute été travaillé par des artisans égyptiens. Ce que confirment des sources iconographiques, puisque dans la tombe de Rechmiré, on voit des Asiatiques porteurs de tribus porter des choses qui ont l'air en verre, et à l'intérieur des annales de Toutmose III, dans la représentation, cette grande représentation que j'ai oublié de vous mettre, où on voit tous les tributs offerts par Toutmose III au domaine d'Amon, on voit des petites piles de lingots de verre. Donc à partir de Toutmose III, les artisans égyptiens vont s'approprier ce matériau et rattraper le retard technologique et fonder leur propre industrie, industrie qui va devenir florissante à l'époque d'Amarna. Et d'ailleurs, à Amarna, il y a, comme je vous l'ai dit, un site d'artisanat consacré au verre. Ce site d'artisanat, je vous l'ai dit, dans le site d'Amarna, il y a des ressortissants sans doute proche-orientaux. C'est ce que prouve le siphon, c'est ce que prouve la tablette cunéiforme qui a été retrouvée dans ce quartier. On sait depuis le Moyen Empire que des artisans proche-orientaux peuvent devenir chefs. On a au Moyen Empire la stèle d'un certain Karou, qui est Imiro Hemou, c'est-à-dire chef des artisans. Ces gens-là ont sans doute apporté leur propre culture, leur propre manière de faire, et sans doute des techniques nouvelles. On a vu également que des gens proche-orientaux peuvent devenir architectes en chef du roi, à l'époque de Toutmose III notamment. Sans doute, ces personnes, ces ressortissants du Proche-Orient installés en Égypte, ont contribué à ce que j'aime bien appeler l'oriental fashion, c'est-à-dire une mode des choses proche-orientales qui s'est développée au Nouvel Empire, qui est finalement assez peu étudiée par les égyptologues, mais qui est vraiment très prégnant au Nouvel Empire, avec de nouvelles formes de vases, avec de nouveaux matériaux que les Égyptiens vont s'approprier, mais qu'ils considèrent toujours comme étant du domaine de l'exotique. Il y a aussi introduction en Égypte des dieux proche-orientaux. Alors là, c'est un phénomène assez complexe. Ces dieux ont été introduits à partir du début du Nouvel Empire, notamment dans la région memphite, où se trouve un arsenal avec des gens qui travaillent le métal. Alors on a vu que les artisans égyptiens sont de très bons travailleurs du métal et ont été installés en Égypte en tant que tels. Sauf qu'une étude de Kamish a montré que finalement dans cet arsenal de Memphis, il n'y avait pas tant que ça de travailleurs asiatiques, et l'étude de l'importation des dieux proche-orientaux par Christiane Zivikosh a montré qu'en fait l'introduction des divinités étrangères en Égypte a été une introduction étatique au niveau national, une volonté royale, toujours
dans cette volonté de montrer la suprématie égyptienne. On se sert des dieux proche-orientaux pour montrer que ces dieux sont devenus les nôtres parce on domine le Proche-Orient. Donc, c'est assez compliqué de savoir à quel point le phénomène migratoire a eu sa part dans cette introduction-là. Pardon, j'ai interverti deux... simplement, avec l'introduction de divinités proche-orientales, on a l'introduction aussi de l'iconographie de ces divinités. Et notamment cette coiffure à boucles, qui est dit la plupart du temps coiffure hathorique. En fait, c'est une coiffure qui vient du Proche-Orient et qui a été mise sur la tête de la déesse Hathor, mais également de la plupart des divinités proche-orientales. C'est-à-dire que les égyptologues n'en ont peut-être plus conscience, mais les Égyptiens de l'époque avaient conscience que cette coiffure avait quelque chose d'exotique et démontrait quelque chose d'exotique. Donc on la retrouve sur des pendentifs proche-orientaux, notamment celui retrouvé à Ougarit à gauche. On le retrouve sur cette divinité façonnée de toutes pièces par les Égyptiens, qui est la déesse Kadesh, qui porte un nom sémitique, mais qui veut dire toutes les entités, Anat, Astarté, toute cette grande déesse syrienne pour les Égyptiens. Alors, il y a aussi des manières de faire, des manières sans doute de cultiver, des manières de fabriquer, qui sont des manières de cultivateurs, qui ont été apportées sans doute par des immigrés proche-orientaux. Alors quand je dis immigrés, c'est peut-être là cette fois des gens qui ont été faits prisonniers et qui ont été apportés. On sait que dès l'époque d'Hatshepsut et Thoutmôsis III, les artisans étrangers fabriquent des produits destinés au temple, parmi eux des hapirous qui sont utilisés par les Égyptiens comme des vignerons. On a des textes qui nous disent qu'il y a une demande de la part des gouverneurs égyptiens au Proche-Orient d'amener des hapirous pour les implanter en Égypte en tant que vignerons. Ces hapirous, il y a eu beaucoup d'études sur ce terme. L'identité de ces gens est encore sujette à controverse. Mais les dernières études en date montrent que c'est sans doute un appellatif qui n'est pas un appellatif ethnique, mais plutôt sociologique au Proche-Orient. Les hapirous sont des gens qui ne font pas partie du monde civilisé de la ville, puisque les Proche-Orientaux levantins sont des citadins avant tout, des gens qui ne font pas partie non plus des communautés rurales structurées autour de grandes familles qui détiennent la terre, donc des errants en fait, des gens qui errent d'une communauté à l'autre et qui sont à ce titre des gens très faibles sociologiquement et les premiers à être razziés et à être déportés. Donc ces hapirous sont attestés en Égypte en tant que vignerons, mais on a aussi des gens qui ne sont peut-être pas des hapirous, mais qui sont représentés en tant que tels comme des Asiatiques, comme ici ce chef des vignerons qui porte une barbe à l'asiatique, qui est en train de goûter la production dans les entrepôts du domaine d'Amon. Et il y a tout un tas de signes, aussi bien dans les archives que dans l'iconographie, qui montrent que la fabrication du vin et son service n'est pas réservé aux Proche-Orientaux, mais en tout cas les Proche-Orientaux y tiennent une grande place. Je vous ai parlé de ce fameux Atum Taneb, qui est un majordome. On a aussi beaucoup d'échansons royaux qui viennent du Proche-Orient. On a un papyrus de l'époque ramesside qui cite de jeunes hommes venant de la région syrienne, des Kharous, qui sont employés comme échansons royaux. Et là, le texte, qui est pas vraiment un texte de la pratique, mais qui est plutôt un texte littéraire, appuie le fait que le roi veut ces jeunes hommes-là parce qu'ils sont beaux. Parce qu'on aime bien que ce soit de beaux serviteurs qui servent le vin. Le fait que leur beauté et leur jeunesse soient appréciées, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans un texte qui est
cette fois un texte, comment dire, qui n'est pas un texte littéraire. On a parmi les lettres d'Amarna une lettre du roi égyptien au roi de la ville de Gézer, au Levant, qui demande l'envoi de 40 belles femmes et chansons. C'est sans doute ici aussi de jeunes femmes proche-orientales, mais dont on aime la jeunesse et la beauté, mais dont on apprécie aussi peut-être le savoir-faire, parce que ça n'a pas été encore beaucoup étudié jusqu'à présent, mais il y a des manières de servir qui changent et qui sont montrées par l'iconographie. La vaisselle change, on utilise ces vases en forme de gouttes que les Égyptiens appellent tchab, mais qui est sans doute un nom proche-oriental au début, qui sert à faire le service entre le grand vase où l'on mélange et le petit vase avec lequel on boit. Il y a sans doute toute une étiquette et toute une manière de servir le vin, comme il y a la cérémonie du thé en Asie, quelque chose qui est de l'ordre du raffinement, et un raffinement qui sans doute, alors ça c'est ma théorie à moi, proche-oriental. Un raffinement qui vient de l'étranger et que l'on aime voir faire en Égypte. Alors les études prosopographiques montrent que les vignerons sont plutôt masculins, les gens qui font le service sont plutôt des femmes, mais on a vu qu'il y a aussi des échansons masculins. Et on a aussi une iconographie, qui est une iconographie non égyptienne, qui va se développer, et notamment à l'époque amarnienne. L'époque amarnienne est une époque où l'on montre beaucoup le roi en train de manger, en train de boire, et cette iconographie du roi porteur d'une coupe, et qui quelquefois la présente à ses lèvres, est une iconographie qui se développe à l'époque amarnienne et à l'époque de Toutankhamon, qui est une iconographie totalement nouvelle, mais extrêmement vieille pour le Proche-Orient. C'est-à-dire que le roi porteur de coupe pendant les banquets rituels, c'est quelque chose que l'on retrouve au Proche-Orient depuis l'époque d'Uruk, en fait, et qui va perdurer tout au long des civilisations proche-orientales. Donc, les documents montrent que les ressortissants du Proche-Orient ont sans doute un rôle à jouer dans le divertissement et dans les phénomènes de cours et de banquets à l'époque du Nouvel Empire. Et je vous remontre ici la représentation de servantes proche-orientales, donc les chanteuses et les danseuses et les musiciennes que l'on trouve ici elles répètent en fait juste avant la cérémonie autour de la remise de l'ordre de la récompense à un grand fonctionnaire. Ces jeunes femmes viennent du Proche-Orient et ce sont peut-être les mêmes qui à la fois font de la musique, chantent et servent le vin. Voilà, des sortes... Alors, mutatis mutandis, des sortes de geishas proche-orientales importées. Ces 40 belles femmes et chansons sont importées par le roi égyptien. Alors, pour terminer, je pense que j'ai pris un petit peu de retard, mais je vais m'arrêter là. Je vais me poser une dernière question, mais c'est vraiment une question sous la forme d'une ça peut pas être une conclusion, c'est une ouverture à un phénomène peut-être encore plus difficile à penser, mais qui pour l'instant n'est pas pensé en tant que tel. On se pose beaucoup la question de l'acculturation des Proche-Orientaux en Égypte. On se pose aussi également l'acculturation des Proche-Orientaux au Proche-Orient quand ils sont sous domination égyptienne. Mais en fait, la question de la persistance de la culture proche-orientale pour les immigrés en Égypte, et cette question donc, de l'influence, est finalement assez peu posée. On ne sait pas en fait comment est-ce qu'on peut sentir qu'on garde la trace de cette origine. Quelquefois, on le sait par l'iconographie. Ce monsieur Dalilou veut se faire représenter en train de boire de la bière à l'orientale et non à l'égyptienne. Et ça, c'est sans doute une volonté de sa part et non pas une volonté de l'artiste. Donc là, il y a peut-être
la persistance et la volonté de garder la culture d'origine. On a un phénomène qui est un phénomène que j'aimerais traiter par la suite, qui est l'expression d'une tristesse engendrée par l'exil. Et ça passe quelquefois par l'onomastique, par le nom des personnes. Ça a été étudié, ou en tout cas cité par Bernadette Menu dans son étude du papyrus Brooklyn. On a certains immigrés qui s'appellent, par exemple, c'est un nom en langue égyptienne, Yuen R-Ta-N. Ça veut dire puissions-nous revenir dans notre pays. Ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas trop étudié et que j'aimerais étudier par la suite et qui montre la présence des Asiatiques en Égypte et aussi la présence d'une culture qui reste, d'une culture collective, d'une identité collective et d'une permanence de la culture d'origine, de la culture immigrée à l'intérieur du territoire égyptien. Donc j'espère que je pourrai faire ça par la suite. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.